Bonjour à toutes et à tous. Jean-Yves Courton, je suis postdoc dans l'équipe STIP à Grenoble. Et aujourd'hui, je vais vous parler de flux de matière, des filières biomasse et puis de bioéconomie. Alors, pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle? La bioéconomie, comme son nom l'indique, c'est l'économie qui est basée sur le vivant. Donc du coup, les deux principaux secteurs qui sont mis en jeu, ça va être l'agriculture et la forêt. Et c'est intéressant puisque ces secteurs sont au cœur de plusieurs enjeux sociétaux et écologiques, au premier rang duquel on a la transition énergétique et puis le recours de plus en plus important à des matériaux biosourcés. On a également un constat qui est que de plus en plus de citoyens s'intéressent à l'origine de leur alimentation et veulent savoir dans quelles conditions elle a été produite. Donc on peut parler de transition agricole. Et puis enfin, la bioéconomie, c'est potentiellement un levier pour développer l'emploi dans les territoires, notamment ruraux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça ne veut pas forcément dire que développer la bioéconomie va forcément amener à plus de soutenabilité. En fait, il faut avoir un point de vigilance en tête, qui est que comme on vit dans un monde fini, nécessairement, il y a de la concurrence pour l'usage des sols et pour l'usage des matières premières. Donc, ces concurrences, ça peut être pour des usages alimentaires ou des usages non alimentaires. Donc on peut penser par exemple aux biocarburants. Également des concurrences pour l'usage de matériaux par rapport à l'usage énergétique, par exemple pour ce qui est du bois. Et puis, modulo certaines pratiques de gestion, il va également y avoir des concurrences entre les prélèvements de biomasse pour les usages humains par rapport à ce qui est laissé à la biodiversité aux écosystèmes, par exemple pour le maintien de la fertilité des sols. Donc à partir de là, si on veut éclairer les politiques publiques, on a besoin de quantifier les compromis qu'il y a à faire, ce à quoi les actions vont mener, et on a besoin de faire ça à toutes les échelles géographiques, avec une vision multi-échelle, puisque une action dans une région donnée peut avoir des conséquences sur le reste du monde. Le principal obstacle auquel on est confronté pour cela, c'est qu'on manque d'une vision globale des flux physiques, c'est-à-dire des flux de matière qui sont en jeu. Donc là, on est confronté à un problème typique qui est que les statistiques sont produites en silos. Donc on a des spécialistes de la ressource et de son renouvellement, des gens qui travaillent sur les statistiques de récolte, des gens qui travaillent sur les statistiques de transport, que ce soit les douanes ou le transport domestique, etc. Du coup, quand on cherche à reconstituer le puzzle dans une filière, on a affaire à des données lacunaires et qui sont la plupart du temps incohérentes entre elles. Et par ailleurs, ces données sont de moins en moins disponibles à mesure que l'on cherche à zoomer géographiquement. Par exemple, ici, je vous ai mis ce qu'on pourrait avoir en cherchant à collecter des données sur la filière bois. Et donc on voit que ces données seraient à la fois incohérentes, puisque le bilan matière n'est pas respecté, et puis il y a des bouts qui manquent. Donc un premier travail, c'est ce qu'on appelle la réconciliation de données, qui va consister à passer de l'image de gauche à l'image de droite, par un processus automatique ou semi-automatique. Mathématiquement, ça c'est de l'optimisation sous contrainte. Donc on va chercher à minimiser l'écart entre les données collectées et puis les résultats du modèle, en tenant compte de la fiabilité relative des sources. Et puis par ailleurs, on a des contraintes qui sont les bilans matière, les rendements des procédés de transformation, etc. Donc pour chaque filière, on commence à faire ça au niveau de la France, parce que c'est généralement là que les données sont les plus complètes et les plus précises. Et on va ensuite descendre les niveaux géographiques. Pour produire les résultats sur toutes les régions, on va ajouter des contraintes d'agrégation géographique pour faire en sorte que si on somme toutes les régions, on va bien arriver au résultat national. On va utiliser bien sûr les données qui existent déjà au niveau régional. Et pour certaines données manquantes, on va essayer de les estimer de la façon la moins mauvaise possible à l'aide de proxy. Donc par exemple, si on ne connaît pas la production de farine dans une région, on va utiliser l'emploi dans les meuneries pour essayer de l'estimer. Donc avec cette méthode, on va passer d'un bilan national à 22 ou maintenant 13 bilans régionaux, et on pourrait utiliser le même procédé pour passer à l'échelle départementale, voire à des échelons plus locaux.
Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce type de modèle, on travaille avec à peu près 20 000 variables pour une filière multirégionale. Donc c'est ni très petit, ni très gros. Les principaux intérêts de la méthode, c'est qu'on gagne du temps parce qu'on travaille directement sur toutes les régions. Les résultats régionaux sont comparables, ils sont cohérents avec le résultat national. C'est un processus itératif. Dès qu'on va rajouter une information localement, ça va bénéficier à l'ensemble des bilans. Et puis on va analyser de façon systématique les incertitudes avec des simulations Monte-Carlo. Du coup, ça en fait un outil qui est plutôt pas mal pour faire de l'animation et pour améliorer de façon continue la connaissance au sein de la filière. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu quelques résultats. On va commencer par la filière céréales. Ici, vous voyez sur la gauche la production de céréales en France, les imports-exports à l'international, donc la France est le second exportateur mondial de céréales, ce qui va aux animaux, ce qui va à la transformation, et puis ici, tout en haut à droite, c'est la consommation humaine. On peut zoomer aussi sur les secteurs de transformation, avec du coup la filière blé, farine, pain, biscuit, la filière maïs, amidon, glucose, la filière orge, malt, bière. Donc la France est le premier exportateur mondial de malt, alors qu'on importe de la bière par ailleurs. Et puis toutes les autres filières, notamment la filière bioéthanol que j'évoquais tout à l'heure. Donc on peut avoir ce genre de résultats pour toutes les régions. À titre d'exemple, ici on voit la région centre, donc, qui produit beaucoup, exporte beaucoup. La région Bretagne qui nourrit beaucoup d'animaux. La région Nord-Pas-de-Calais qui a un fort rôle d'import-export et puis de transformation. Et donc on peut représenter ça plutôt sous forme de carte en montrant les principaux flux entre les régions et entre la France et l'international. Maintenant, si on cherche à tracer de façon progressive ces flux, on va pouvoir retrouver de façon statistique l'origine géographique d'un flux. Et donc je me suis amusé à faire ça pour la région PACA. Et j'avais estimé que plus de 90% du pain consommé en PACA était produit en PACA. Si on regarde maintenant la farine qui a servi à faire le pain, on tombe à 60%. Et si on regarde maintenant le blé qui a servi à faire la farine, qui a servi à faire le pain consommé en PACA, on est à environ 1% et 60% vient de la région Bourgogne. Alors ça en fait ce sont des résultats qui sont issus de mon travail de thèse et donc j'ai eu l'opportunité de les approfondir grâce à un projet de recherche financé par l'ADEME qui s'appelle le projet AF Filière. Les approfondir d'abord d'un point de vue méthodologique et puis également en termes de construction des modèles avec des vrais acteurs des filières puisqu'on a mis en place un site internet flubiomasse.fr où on met en ligne nos données et on fait des appels à contribution avec des webinaires qui rassemblent différents types d'acteurs pour qu'ils puissent commenter nos résultats et nous conseiller. Donc dans ce projet, il y a également une visée de transfert progressif de notre expertise à notre partenaire qui est l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement. Et le troisième logo l'INRA que vous voyez, c'est le bureau d'économique théorique et appliquée à Nancy qui nous apporte son expertise sur la filière bois. Alors justement, sur la filière bois, donc on a réalisé un modèle pour le niveau français et toutes les régions françaises. Et ici, vous voyez ce que ça peut donner. Donc chaque couleur représente une sous-filière, avec par exemple à gauche, en vert foncé, c'est l'amont de la filière. En jaune, vous allez avoir le bois énergie. En bleu, tout ce qui est pâte à papier, papier carton. Et donc la boucle que vous voyez en bas à droite correspond au recyclage du papier. Donc on produit non seulement ces résultats, mais on cherche à donner une idée de l'incertitude sur ces flux. Donc on propose de visualiser des intervalles de confiance et aussi d'avoir un code couleur qui va pointer vers les données qui sont a priori les moins fiables dans le modèle. Donc en termes de visualisation, de valorisation, pardon, ces résultats ont été intégrés au schéma régional biomasse en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un document de planification qui comporte deux parties, une partie état des lieux et puis une partie orientation objectif pour mobiliser et fixer des objectifs de développement des bioénergies.
Donc ça, c'était pour le volet bois du projet. Maintenant, pour le volet agricole, on a travaillé avec le GIS Avenir Élevage sur un projet qui visait à estimer la quantité les flux de matières premières qui vont vers l'alimentation animale. Donc derrière ça, il y a l'idée de quantifier dans quelle mesure l'alimentation animale vient en concurrence de l'alimentation humaine. Donc l'exemple que vous voyez ici, c'est sur la filière soja, où le gros flux orange correspond aux importations de tourteaux de soja, majoritairement en provenance d'Amérique du Sud. Et on a travaillé sur plus d'une quinzaine de filières à ce jour. Pour conclure, en fait, je vais parler des travaux en cours et des perspectives sur cette thématique dans l'équipe STIP. Donc, un premier axe de développement, ce serait de poursuivre plus loin les méthodologies de descente d'échelle en les appliquant, comme je le disais tout à l'heure, à des échelles plus fines. D'un point de vue scientifique, les problèmes qui se posent, c'est des questions de performance de calcul, puisque par exemple on passe de 13 régions à 3000 communes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis des questions de gestion de données, de collecte des données des experts locaux. Et donc pour ça, on a un ingénieur qui travaille sur l'action de développement technologique Terriflux, qu'on a appelé comme ça, car elle a vocation à s'intégrer à terme dans la plateforme Terristory de l'agence régionale, qui est leur outil de data visualisation et de planification pour les territoires. On a également Michaela Bévionne qui fait une thèse dans l'équipe sur le métabolisme de la filière Beaufort dans la vallée de la Maurienne. Et ici, les deux principaux objectifs de la thèse sont d'une part de voir comment on peut intelligemment coupler des approches top-down et bottom-up d'estimation des flux, et puis par ailleurs d'intégrer des descriptions quantitatives des flux avec une vision qualitative qui visera à décrire le système d'acteurs qui pilotent les flux et d'expliquer pourquoi et comment ils circulent. Un deuxième axe de développement, ce serait de coupler les flux avec des enjeux environnementaux et socio-économiques qui leur sont liés. Donc ici, je vous ai mis une carte qui représente l'exportation nette virtuelle d'eau d'irrigation à travers la filière céréales. Et donc on voit en bleu les régions qui, via les produits céréaliers qu'ils exportent en fait de l'eau. Et en rouge, inversement, les régions qui importent de l'eau indirectement. Et c'est intéressant parce qu'on voit le sud-ouest notamment, qui est en stress hydrique récurrent l'été, qui est exportateur net d'eau virtuelle. D'un point de vue socio-économique, on pourrait coupler les flux de matière avec les emplois tout au long de la chaîne de valeur, et puis avec la valeur ajoutée. Enfin, on a la volonté de pérenniser à la fois les méthodes, les modèles qui sont déjà en cours, et puis les logiciels qu'on a développés au cours des 2 dernières années, et puis de les appliquer à de nouvelles filières. Par exemple, ça pourrait être des outils tout à fait pertinents pour étudier les filières énergétiques dans leur ensemble. Je vous remercie. Merci pour l'exposé très intéressant. Est-ce que vous avez essayé de coupler ça avec des problématiques d'emploi? Avec des problématiques, pardon? D'emploi. D'import? Emploi. Ah, d'emploi. Donc c'est justement, c'est en cours. On cherche à visualiser, en fait, à terme, on cherchera à avoir des indicateurs qui nous renseignent à la fois sur les flux qui traversent la filière, les emplois dans les secteurs d'extraction, de transformation, de transport, et puis la valeur créée. Donc on a fait quelques tests pour tracer des diagrammes en termes monétaires, par exemple, et les comparer avec la masse physique transportée. Donc c'est assez intéressant de pouvoir faire des analyses là-dessus sur voir le caractère complètement contextuel de création de la valeur et son pendant en termes d'emploi, justement. Et évidemment, c'est quelque chose qui motive beaucoup les élus locaux, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes sur ces questions-là.
Merci beaucoup. J'ai une question par rapport aux visualisations. Donc, les diagrammes dont vous parlez, les diagrammes de flux, sont statiques, sont dynamiques. Est-ce qu'il y a des travaux pour dire tel diagramme est un sous-diagramme de celui-là ou il est proche de celui-là? Alors pour l'instant, c'est tout du statique. Et bon, à terme, ce qu'on aimerait bien faire, c'est développer des choses pour pouvoir, par exemple, cliquer sur un secteur pour le désagréger, pouvoir cliquer sur une branche d'importation pour voir de quelle région elle provient et voir éventuellement le diagramme de Sankey qui correspond à cette région. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On commence tout juste avec ce projet à monter la plateforme Internet, en fait. Mais il y a beaucoup de développement à faire à ce sujet. Et puis, je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, d'ailleurs. Enfin, ce serait... Oui, merci. Je me demandais si à partir de cette collecte de données, de cette visualisation et puis de la description des flux, c'était possible d'avoir des éléments pour connaître la soutenabilité de ces filières-là, pour avoir des indices de résilience, pour savoir, puisque tu as parlé de transition au début, pour savoir est-ce que c'est un moyen d'action pour savoir où est-ce qu'il faut placer la transition, où est-ce que l'ensemble n'est pas soutenable et puis qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça le soit? Vaste question. Je pense que déjà, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de solution idéale, c'est forcément des compromis. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir remplacer tout le pétrole par de la biomasse ou remplacer tous les matériaux non renouvelables par des matériaux biosourcés. Et donc la question, elle est de positionner le curseur entre quel compromis on fait et être conscient qu'on est en train de faire ce compromis. Donc si on développe les chaufferies biomasse, comme les politiques publiques l'encouragent en ce moment, c'est bien d'avoir à côté des outils qui permettent de quantifier la ressource disponible localement, quels sont ses usages actuels, pour ne pas être amené à, par exemple, importer du bois d'Amérique du Nord, pour citer un exemple qui est... Alors, je ne sais plus d'ailleurs si ça a été stoppé ou si ça vient de reprendre d'une centrale dans le sud de la France, qui a été mal dimensionnée parce que les études n'ont pas été suffisamment bien faites au début. Donc je pense que la quantification peut permettre d'éclairer un peu la décision, mais de toute façon, il n'y a pas de solution idéale dans le domaine. J'ai une petite question. Jusqu'où on peut utiliser ça comme outil de simulation? Alors, ici, du coup, c'est pas de la simulation en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle prédictif derrière, c'est purement de l'assemblage de données. Pour l'utiliser sous forme de... Enfin, si en termes de simulation, tu veux dire prédiction. Ce serait par exemple utiliser ça pour dire, maintenant si je change telle politique... Alors du coup, là, il faudrait coupler ça avec, par exemple, des modèles économiques, alors qui peuvent être soit très orthodoxes, soit un peu moins orthodoxes. Donc par exemple, on avait fait ce travail avec le laboratoire d'économie forestière pour évaluer l'impact de différentes politiques qui viseraient à réduire les exportations de bois brut. Parce que la France exporte beaucoup de bois brut et importe du bois transformé, donc c'est potentiellement une perte de valeur pour le pays. Et donc on avait essayé, avec leur modèle économique, de voir l'impact de différentes politiques. Qu'est-ce qui se passe si on taxe les exports, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si on subventionne l'industrie, les scieries locales? Et quel est l'impact sur les flux? Donc on avait commencé à faire ce type de travail, qui forcément, du coup, dépend de la fiabilité du modèle économique derrière. Donc dans certains cas, c'est éprouvé. Dans d'autres cas, les modèles économiques ne permettent pas de refléter les comportements qui vont réellement se passer. Bon, je propose qu'on remercie encore Jean-Yves Corton.